Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance placée sur le signe du cinéma. Nous sommes actuellement sur les ondes de Radio Club de Wallers et nous les remercions infiniment de diffuser nos ondes sur les leurs. Bonjour à tous, je m'appelle Marie et je serai donc votre présentatrice pendant toute la durée de cette émission. Et je serai également accompagnée de trois incroyables chroniqueurs, à savoir Candice, Maëlle et Apollinaire. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes 4 élèves, de la section Humanité, Littérature et Philosophie au lycée Notre-Dame à Valenciennes. Et je pense que vous avez entendu quelques échos, mais nous avons été sélectionnés pour faire partie du jury des Césars de la saison 2024. Et aujourd'hui, nous allons présenter le film Le règne animal. Donc nous allons un peu échanger et débattre sur ce sujet. Et je pense que Maëlle va nous parler des récompenses. En effet, Le règne animal a été nominé plusieurs fois avec la meilleure réalisation, ainsi que c'est le meilleur film. Et il possède aussi des effets visuels incroyables. Très bien Maëlle, merci beaucoup pour nous avoir cité les récompenses. Quant à moi, je vais donc vous faire le synopsis du film pour un peu entrer dans la thématique. Donc nous nous retrouvons dans un pays banal, donc nous nous retrouvons dans le sud de la France, avec un duo de père et de fils, Paul et Émile, qui sont confrontés à une maladie assez étrange dont la mère d'Émile est confrontée. Donc nous allons voir l'évolution de cette relation père-fils et l'évolution de cette mystérieuse maladie. C'est pour ça que le film est assez intriguant. Mais avant de parler de tout ce qui est film et thème en lui-même, nous allons donc nous placer sur la partie plus technique. Et là, je pense que Apollinaire pourra nous en dire plus. En effet, ce film contient de nombreuses caractéristiques audiovisuelles, comme sa part de 3D qui a été longuement réfléchie et qui, en termes de caractéristiques, est très populaire en ce moment dans les films. Mais on parle aussi d'essais fixes, donc de sound FX, très développés qui permettent à ce que les transformations, enfin les changements dans ce film soient plus transitoires. Ensuite, on peut parler aussi de la musique qui a été réalisée par Andrea Lancelot de Simone, qui permet de mettre une ambiance assez tangible dans ce film, qui est aussi du coup représentée non seulement à l'oreille, mais aussi visuellement, grâce à une colorimétrie très froide, une brume pesante, ou bien les endroits, les lieux choisis, comme la forêt des Landes de Gascogne, qui a été un environnement désert avec des arbres, des arbustes, et qui a permis à ce que l'ambiance de ce film soit présente. Vous voulez juste dire que tous les éléments ils permettent d'apporter une atmosphère assez intrigante à l'histoire. Exactement. Voilà. Candice, d'ailleurs, vous aviez d'autres éléments à rajouter? Oui, donc, comme l'a dit un petit peu Apollinaire, donc le cinéaste, il joue beaucoup sur les aspects techniques. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé pendant un certain nombre de mois avec l'entreprise Micros, donc pour les effets spéciaux, afin de rendre les créatures un peu plus vivantes et que la fiction paraisse un peu plus réaliste. D'ailleurs, je pense qu'à cette occasion, on peut raccrocher cette idée avec une citation assez connue de Thomas Caillet qui dit que le fantastique, selon lui, passe par le réalisme. Il y a aussi un énorme travail au niveau des costumes. On rappelle qu'il n'y a pas de fond vert. Et il y a aussi beaucoup de travail, bien évidemment, sur le maquillage. Et là, je pense que Marie va pouvoir nous en dire un peu plus. En effet. Alors, je m'intéresse plus au personnage de Fix. D'ailleurs, l'acteur Thomas Mercier a dit qu'il a passé près de 6 heures de maquillage quotidienne par jour, ce qui est conséquent, donc pour apporter des prothèses, des ailes, même une peau neuve, et qu'il a dû avoir un travail en amont physique pour faire tout ce qui est les scènes de cascade et tout. Enfin, si vous voyez le film, vous comprendriez mieux. D'ailleurs, Candice a parlé du réalisateur, et je pense que c'est un bon moment pour l'aborder. Donc, notre cher réalisateur, Thomas Caillet, a déjà réalisé un long métrage nommé Les Combattants, en 2014, mais c'est la première fois qu'il aborde ce terme de la transformation, parce que d'habitude, il est plus sur des choses confrontées au réaliste, comme dans la sélection, on peut par exemple prendre, vous voyez, nous verrez toujours vos visages, c'est la même logique. Mais du coup, ce thème de la transformation abordé par quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la même logique, c'est très intéressant. Mais on n'a pas abordé, il me semble, la caméra. Ah oui, c'est vrai, la caméra. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, mais je pense qu'on peut relever le fait qu'il y a différents plans qui sont utilisés, comme les gros plans sur, par exemple, les têtes des animaux. Encore quand on voit, je trouve ça c'est assez astucieux, c'est le fait de voir à travers les yeux des animaux, eux, la façon dont ils voient le monde. Aussi, on a par exemple un plan rapproché avec la scène du nez à nez lorsque Émile retrouve sa mère dans la forêt, qui est d'ailleurs un moment assez silencieux.
mais par contre, on parvient quand même à entendre les respirations animales. Donc peut-être que vous avez à dire aussi quelque chose sur le silence, la place qu'occupe le silence dans le film. En fait, on peut parler de silence, mais on n'aura jamais en fait un silence absolu. Comme tu l'as dit, Candice, on entendra toujours les respirations animales, les petits bruits de la nature, parce que c'est souvent tourné en extérieur. Et du fait, ça apporte toujours une atmosphère en laissant place à l'animalité. C'est ça, c'est clairement, on sent un silence, mais lourd. Quand le silence est présent, on comprend que la scène est pesante. On advient à quelque chose qui va nous marquer dans le film. Ouais, je pense que le silence, il est utilisé de différentes façons dans le film pour transmettre différentes émotions. Par exemple, la dernière scène avec la respiration humaine qui se transforme en respiration animale, c'est choisi, c'est pas pour n'importe quoi. Par exemple aussi, un autre aspect du silence, quand Émile il décide de dire aux autres, par exemple au lycée, que sa mère est morte, c'est un peu donner une autre dimension au silence, un peu comme pour faire taire quelque chose, comme si les autres ne comprendraient pas peut-être sa situation. Du coup, c'est ce qui est extrêmement intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, tout signifie quelque chose, tout a un symbole, et du coup, c'est ça qui le rend, à nos yeux, en tout cas, très intéressant. Merci beaucoup, parce que du coup, nous avons abordé la partie du silence, maintenant, nous pouvons aborder la partie des cris, mais en fait, tout est en rapport avec les cris, parce que même les cris silencieux, par exemple, les cris de douleur, les cris de souffrance, notamment d'Émile, qui subit d'ailleurs sa transformation. En fait, c'est toute la thématique du silence et de la terreur, elle est représentée là-dedans. La communication par rapport aux animaux, en fait, c'est justement les cris. Et malgré le fait, par exemple, on va prendre le personnage de Fix, qui à la fin n'arrive plus à parler, en fait, il ne fait juste que croasser. C'est très intéressant parce que malgré le fait qu'il y ait la barrière de la langue, Émile arrive toujours à le comprendre. Et du coup, en fait, c'est plus la représentation des cris de joie, des cris de bonheur. Et du coup, les cris, ça devient des paroles à part entière. C'est pas juste des cris d'animaux, en fait. Et du coup, on voit le lien entre Fix et Émile. Et du coup, Émile qui devient un animal. Exactement. Même comme cri de joie, je pense qu'on peut relever peut-être une scène. Quand Fix il s'envole, par exemple, lui, il crie de joie, mais Émile crie de joie, lui aussi, de voir que son ami s'envole. Ou alors, la scène de la voiture, par exemple, quand ils sont dans la forêt et qu'ils recherchent sa mère, ils se mettent alors à crier. Et ce qui devait au départ être un peu une scène dramatique, ça devient une scène de comédie entre son fils et son père. Du coup, ça, c'est jamais quelque chose de très dramatique, en fait. C'est toujours quelque chose de bien. En fait, la relation père-fils, même s'il y a des hauts et des bas, elle devient toujours très intéressante. Est-ce que vous avez quelque chose, d'ailleurs, à rajouter sur cette relation père-fils très particulière ? Moi, personnellement, je la trouve très fusionnelle. Je trouve que les deux, ils sont toujours soutenus. Même lorsque, par exemple, son père, il découvre que son fils, Émile, est en train de se transformer, il va l'accompagner tout le long de sa métamorphose. Et à la fin, il va même le laisser un peu se libérer quand il repart dans la forêt. Et je pense que là, on peut faire un lien avec la notion d'émancipation. Peut-être, Maëlle, que tu as quelque chose à dire. En effet, ça, c'est plutôt la scène de la fin. Mais par rapport entre la relation père-fils, en effet, au départ, le père, il accepte l'animalité de sa femme. Il la reconnaît toujours en elle. Et par contre, quand son fils commence à avoir sa transformation, il l'accepte pas tout de suite. Il veut même éviter qu'il soit reconnu en tant que créature. Il essaie de lui enlever ses griffes. Il essaie d'enlever ses caractéristiques animales qu'il commence à avoir, peut-être aussi pour le protéger, mais en le protégeant, il va faire un peu de mal quand même à Émile. Mais c'est vrai qu'après, le père il comprend qu'en fait, il est plus heureux à être un être hybride, que son fils soit un être hybride plutôt que d'être un simple humain. Et donc, il va mieux comprendre le choix d'être celui qu'il est, à celui de ressembler à la fois à son père et à la fois à sa mère, d'être hybride, mais aussi garder un peu son humanité. Et d'ailleurs, je peux peut-être faire un lien avec ça et le fait que ce soit pas accepté tout de suite, la transformation d'Émile, parce que dans le film, il n'y a pas tout le monde qui accepte finalement cette part d'animalité. Il y en a beaucoup qui la rejettent.
Je sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, sinon Je vais justement faire la transition. Mais du coup, en fait, là, on peut plus parler des relations entre les humains parce qu'en fait, la maladie, enfin cette mystérieuse maladie qui transforme les gens en des êtres hybrides animaux, en fait, c'est juste le fond de base pour aborder des relations humaines. Donc déjà, la relation père-fils, mais aussi, j'aimerais bien aborder la relation entre les hommes par rapport à la maladie parce que, par nature, les hommes, ils ont toujours tendance à haïr ce qui peut leur mettre en danger, ce qui est différent d'eux. Et du coup, avec cette maladie, en fait, il y a deux camps qui se sont placés, qu'on peut voir par rapport aux yeux d'Émile et du père. Déjà, on a ceux qui sont pour les êtres hybrides, qui veulent vivre en harmonie avec eux, parce qu'ils les considèrent toujours comme des êtres humains, parce que ce sont des êtres humains. Fix en est un bon exemple. Même s'il perd peu à peu ses caractéristiques, c'est toujours un être humain, au final. Et on a ceux qui les haïssent, par exemple. Ce qui nous a tous choqués, parce qu'on a abordé ça en débat, c'est la scène où il y a une fête de village, et que d'un coup, on annonce qu'il y a une créature, et que tout le monde sort une arme pour aller chasser la créature. Et ça, c'est assez choquant parce qu'ils sont prêts à aller abattre des gens qui peuvent être quelqu'un de leur famille, en fait, qui s'est transformé en créature. Du coup, ça, c'est extrêmement intriguant parce que malgré le fait qu'il y ait cette relation même avec Émile et le père, en fait, parce que comme vous l'avez abordé, le père, au début, il n'est pas tout à fait d'accord avec la transformation de son fils parce qu'il a peur pour lui. Mais Émile, au début, il est complètement paniqué. Il a peur. Il dit, il pense qu'il va mourir à tout instant. Mais au final, cette vision de peur de l'animalité, en fait, au contact par exemple de Fix ou même d'autres personnages hybrides, ils vont se rendre compte qu'en fait, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et du coup, c'est bien de voir ce point de vue de la société de personnes qui sont, en fait, par rapport à un sujet qui peut être, comment expliquer ? Par rapport à quelque chose qui peut leur faire peur, en fait, c'est bien de voir les différents aspects de la société, ceux qui ont peur, ceux qui acceptent et ceux qui sont dans le truc. Et du coup, c'est assez intéressant de voir ça. Voilà. Et je pense que aussi tout le long du film, il y a un peu une sorte de progression, parce qu'au début, comme pour Émile, il l'accepte pas et finalement, il se rend compte qu'il sera un peu forcé de l'accepter, cette part d'animalité. Donc, il y a un peu un mélange de peur pour certains qui donne envie de les réprimer, les enfermer ou même encore les corriger. Par exemple, quand on voit Flix au début du film, il a un pansement sur son nez et on essaie de lui faire de la chirurgie esthétique pour cacher les premières caractéristiques animales. Après, il ne faut pas négliger non plus la part d'acceptation. Moi, je pense surtout Émile, lorsqu'il a eu peur, en fait, il avait eu peur plutôt d'un changement qui devienne peut-être comme sa mère ou comme d'autres créatures hybrides, mais surtout aussi le fait de provoquer la peur chez les autres, d'avoir peur du jugement, d'être traqué, d'être emprisonné, comme sa mère l'a été. Et du fait... la population humaine considère ça comme une maladie, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une maladie et pas plutôt comme l'évolution de l'espèce humaine ? C'est ça que ça questionne aussi. Ouais, c'est ça en fait. Parce que Émile, au début du film, il est très dans la peur de tout ça, mais ce film, en fait, il questionne juste la nature humaine. Parce que imaginons dans notre société actuelle, si par exemple quelqu'un commençait à avoir des caractéristiques pareilles. Quand on voit le film, on se dit non, on les accepterait, on les aiderait. Mais est-ce qu'on réagirait comme ça ? Enfin, les êtres, nous, dans notre société actuelle, nous, je pense qu'on prendrait tous des fourches pour aller attaquer la bête, parce que c'est quelque chose qui est différent de nous, en fait. Et du coup, c'est plus la peur d'être différent des autres qui rend Émile vulnérable à la maladie. Mais en fait, peu à peu, qu'il se libère du regard des autres, il devient lui-même, et du coup, la maladie ne lui fait plus rien. En fait, il accepte. En fait, c'est surtout que l'homme a peur de l'inconnu et a peur de tout ce qui est hybride, tout ce qui peut sortir de l'ordinaire. Et en provoquant cette peur, justement, ils vont plus accentuer le côté bestial, on va dire, des créatures hybrides. Parce qu'en fait, Fix, il attaque, par exemple, les ambulanciers, parce qu'en fait, ils l'ont emprisonné, ils l'ont pas laissé la liberté, ils l'ont fait de la chirurgie esthétique pour lui enlever son bec, justement pour qu'il redevienne normal, mais en enlevant cette caractéristique animale, il a révélé plutôt son côté plus bestial en attaquant d'autres vies humaines. J'allais juste dire que faut pas oublier non plus que même dans l'animalité, il y a toujours un peu quand même la part d'humanité, je trouve, qui est représentée dans le film. On n'oublie pas non plus. Parce que Fix, il ressent toujours les mêmes émotions humaines, ça se voit à travers son regard, même s'il ne peut plus parler. Par exemple, quand Fix perd sa voix et Émile lui fait un câlin et qu'on a un gros plan sur... D'ailleurs, Candice parlait des grands plans, mais c'est très important parce qu'on a un gros plan sur le regard de Fix qui est ému parce qu'il n'est pas seul, en fait. Ça reste un être humain.
Les relations humaines, c'est super important dans ce film. Donc, nous venons d'aborder le sujet de l'humanité et de tout ce qui est transformation. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait plus s'aborder sur le fait de, justement, de passer d'un être humain normal comme Émile à une créature? D'ailleurs, on voit l'évolution de ça dans le film. Mais est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ça? En effet, Émile, il va avoir une évolution, une transformation progressive en créature hybride. Au départ, il va commencer à avoir des griffes. Et c'est justement cette scène qui m'a vraiment choquée et un peu écœurée. Ça m'a surtout rappelé un film que je suis allée voir au ciné-club du lycée. C'est le moment où en fait, il s'enlève ses griffes dans la salle de bain avec, avec un coupe-ongle où on voit du sang, ça gicle partout. Et cette scène, en fait, elle m'a rappelé surtout le film La Mouche, où ça raconte l'histoire d'un homme qui se transforme lui aussi en créature hybride jusqu'à ce qu'il ressemble carrément à une mouche. Et moi, ça m'a profondément dégoûtée d'avoir vu cette scène. Après, Émile, il connaît aussi d'autres transformations. Il commençait à avoir aussi des poils dans le dos, il me semble, c'est ça? Des poils assez rêches. Et sa dernière transformation, il me semble que c'était des crocs, non? Des petits des crocs qui commençaient à apparaître. Les os aussi qui ressortaient au niveau du dos. Sur une scène où il a justement fui son père et toute la population qui a découvert qu'il était un être hybride. On voyait ça, il était avec Fix. Après, je pense qu'il y a énormément de scènes qui peuvent déranger le public. Je pense que ça dépend aussi de certains. Il y a comme les scènes violentes, par exemple, aussi, quand les créatures, elles attaquent les humains. Ce film, il n'est pas tendre. Hein. Il n'est pas fait pour être tendre. Justement, Vraiment. en fait, c'est choquant. Mais en fait, ça nous interpelle parce que du coup, on entre dedans. C'est tellement... En fait, il n'y a pas vraiment de moment d'accalmie parce que le début du film est très calme, mais à partir du moment où on découvre qu'Émile devient un être hybride, jusqu'à la fin, c'est une véritable course. D'ailleurs, ça fait un lien avec la dernière scène. Du coup, nous venons de parler de la transformation d'Émile et tout ce qui est un peu ragoûtant, mais du coup, cette transformation, elle peut être extrêmement étrange et rabutante pour certains. Cependant, il y a un personnage dans le film qui va être aux côtés d'Émile et on va découvrir que c'est Nina qui savait depuis le début que Émile était un être hybride. Et du coup, ça a questionné en fait tous les rapports, par exemple, entre le père et par exemple la policière Julia et Émile et Nina, parce que du coup, ça a rappelé le thématique de l'amour. Vous avez des choses à dire? Que la policière, elle tombe amoureuse de son père. Je pense, entre guillemets, que ça crève un peu les yeux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va l'aider à retrouver un peu sa femme. Enfin, il y a un lien qui va se former entre les deux à travers ça. Lui, ça va aussi lui permettre, je pense, un peu plus de comprendre son fils, et elle va aussi d'ailleurs un peu couvrir son fils. Enfin, vous savez, quand Flix il plante ses griffes dans le bras d'Émile et qu'ils repartent et qu'ils se croisent tous les deux, elle voit bien que, il s'est pas simplement blessé, mais elle va le couvrir entre guillemets, je pense par amour. J'ai l'impression que Nina, en fait, elle est un peu, elle a un super instinct parce qu'elle arrive. Je pense que depuis le début, elle sait qu'Émile est différent. Oui, elle l'avait dit d'ailleurs. Elle l'a dit, mais en fait, elle le sait. Mais c'est ça qui est incroyable parce que du coup, elle continue à l'accepter malgré le fait qu'il devient un être hybride et que tout le monde autour d'eux a peur de ça. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les personnages dans ce film, ils sont... Au début, Émile, il pense qu'il est tout seul parce qu'au début, on suit qu'Émile. Et Émile, il est tout seul, il a peur, sa mère se transforme en monstre, tout ça, son père est apeuré. C'est très perturbant, mais au final, les personnages, ils sont jamais seuls. Et du coup, c'est assez émouvant parce que nous, on pensait qu'Émile, il allait être abandonné à lui-même, mais au final, non. Le père non plus, parce que même si le père il a perdu sa femme, il est jamais seul, il est toujours aidé, même si la policière, bon, évidemment, si elle découvrait qu'Émile était une bête, elle l'enfermerait tout de suite. Mais elle est là pour le père, et c'est ça qui est assez touchant. Du coup, ce film, il est basé plus sur les relations humaines qu'autre chose. Je pense qu'on va aborder la dernière partie de cette émission, et on va d'ailleurs questionner le titre du film, Apollinaire. Je pense que vous avez des choses à dire. Clairement, en dernier temps, on peut parler du titre du film, donc Le règne animal, ça en dit beaucoup. On voit au fur et à mesure du film qu'il y a clairement un crescendo d'hostilité qui parvient. On passe de scènes en ville au début du film pour aller voir sa mère à des scènes plus dans la forêt, donc où il y a une brume qui est présente. Qui est présente, oui, qui prend... Spectateur. Le spectateur, exactement. Donc le règne animal, c'est non seulement tout le long du film, mais c'est aussi tout le long des personnages, puisque certes les transformations jouent énormément, mais l'hostilité, est-ce qu'elle n'est pas au final dans l'humain de base? On peut se demander, grâce à cette science-fiction, si
l'humain renie un peu sa nature. On peut se demander énormément de questions. Vous n'avez pas des trucs à rajouter? Moi, je pense que ça pourrait même sous-entendre que ce serait un retour à l'instinct primaire, parce que le règne animal, c'est quand même quelque chose qui doit du coup occuper une place assez importante. Or, dans le film, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi les humains. Donc, est-ce que ça pourrait aussi émettre l'idée que peut-être, s'il y avait une suite du film, que tous les humains se seraient transformés en animaux ou... Et que justement, on verrait le point de vue des quelques humains qui restent. Ouais. Du coup, ça serait super intéressant de questionner ça. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait les thèmes principaux. Mais avant de finir cette émission, j'aimerais vous demander à tous et à toutes, est-ce que vous avez eu un passage préféré dans ce film? Moi, je pense que c'est surtout la dernière scène où Émile retourne dans la nature, que son père l'accompagne, parce que c'est vraiment c'est l'achèvement de sa transformation un peu, parce que là, il va réellement pouvoir être qui il est et s'accepter tel qu'il est. Moi aussi, je trouve, parce que c'est un vrai acte d'amour. En fait, le père, il lui demande à quelle vitesse peuvent courir les loups. Il ouvre la porte et il lui dit de partir. Et à ce moment-là, personnellement, j'ai failli pleurer parce que je me suis dit, waouh, il le laisse partir. Il aurait pu le garder, il aurait pu faire continuer la voiture, partir très loin, changer de pays, quelque chose. Non, il le laisse partir, il l'accepte comme il est. Même s'il va avoir, bien évidemment, les policiers qui vont l'attraper, ça va être pas super pour lui, mais voilà. C'est incroyable. Maëlle, Apollinaire, vous avez une scène préférée? Certes, la dernière scène est très impressionnante, mais la scène avec son ami... Flix Oui, Flix. C'est Flix, l'homme... Fix. Genre, cette scène, quand je l'ai vue et que quand on a parlé même des cris de bonheur tout à l'heure avec son ami, c'est une scène qui m'a particulièrement marqué, non pas car elle est poignante. Elle est poignante, c'est ça. L'amitié est très représentée et ça m'a marqué, exactement. Très bien, Maëlle, vous avez une scène préférée ou c'est comme nous la dernière scène ou... Non, Fix? moi j'aime bien toutes les scènes, mais c'est vrai que j'en ai une quand même qui m'a plu. C'est plutôt la retrouvaille de la mère, entre la mère et Émile, où dans un silence, pas vraiment absolu vu qu'on est quand même dans la nature, avec les bruits de la nuit, il se retrouve par hasard, ou peut-être sa mère l'avait peut-être cherché. Et en fait, cette scène d'amour entre mère et fils, c'est super beau parce qu'on a une mère à moitié hybride et un fils qui commence à avoir sa transformation. Et le fait d'avoir un rapprochement entre les deux, parce qu'ils se font un nez à nez, ils se sentent aussi, ils sentent l'odeur de l'un de l'autre. Sa mère le repousse aussi. On peut aussi beaucoup se poser de questions par rapport à sa mère, savoir pourquoi en fait elle le repoussait à chaque fois dans la grotte. Et peut-être que sa mère aussi avait encore sa part d'humanité, à savoir si elle devait protéger son fils en le laissant seul, pour pas qu'il l'accompagne justement et qu'il se fasse prendre lui aussi. Merci beaucoup, c'était une très bonne émission. Merci à tous mes chroniqueurs de m'avoir accompagnée. Et je remercie également les ondes de Radio Club de Wallers de nous avoir diffusé sur la fréquence 105.7. Et rappelez-vous, le cinéma c'est la vie, et la vie c'est pas un film.